Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur Parlons Sport. Aujourd'hui au programme, analyse et pronostic des quarts de finale de la Ligue des Champions qui auront lieu la semaine prochaine, le 6 et 7 avril. Quelles seront les équipes qui atteindront le dernier carré? Quels seront les 4 fantastiques de cette année? On va essayer d'y répondre tout de suite. Alors pour commencer, le premier match, Manchester City-Dortmund. Manchester City, cette saison, c'est 37 victoires, 6 nuls et seulement 3 défaites. 103 buts marqués et seulement 26 concédés. 27 clean sheets. C'est tout simplement phénoménal. Cette année, c'est une véritable forteresse et c'est certainement leur point fort par rapport aux années précédentes où il y avait quelques lacunes défensives. Cette année, Manchester City, comme je l'ai expliqué, c'est 3 défaites et surtout 2 au début de championnat. Ça veut dire qu'ils n'ont que perdu une fois depuis l'année 2021 contre Manchester United 2-0. Les 2 défaites remontent en début d'année contre Leicester et Tottenham. Ils sont à 11 points d'avance, même si Manchester United venait à gagner leur match de retard, alors qu'il ne reste que 24 points à prendre pour la Première Ligue. Autrement dit, le titre est assuré et ils vont pouvoir se focaliser pleinement sur les coupes, la FA Cup, la League Cup et la Ligue des Champions, qui arrive donc la semaine prochaine. Après avoir éliminé Gladbach en 8e de finale, ils vont rencontrer encore un autre club allemand qui est le BVB. Peut-être un cran au-dessus, mais le style de jeu est quand même identique. Cette splendide saison est notamment due à un seul homme, Pep Guardiola. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Pep Guardiola réussit tout simplement à quadriller le terrain avec ses joueurs. Et ça, c'est quelque chose de très particulier dans son style de jeu. Mais ça permet aux joueurs de récupérer le ballon sans courir. Sans courir, ils n'ont pas besoin d'efforts, pas de course intensive. Et sur 90 minutes, ça se ressent. Et sur 180, encore plus. Beaucoup d'équipes d'ailleurs le disent. Jouer 90 minutes contre Manchester City est carrément infaisable. Courir après le ballon pendant 90 minutes, c'est très compliqué physiquement. Niveau blessure, 0 blessure. Nathan Ake est le seul blessé, mais ne joue carrément jamais. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Kevin De Bruyne est revenu en pleine forme depuis sa blessure, ayant marqué notamment contre Everton et Gladbach. Donc l'effectif est au complet. Kun Agüero jouera ses derniers matchs sous le maillot de City pour la Ligue des Champions cette année. Il sera extrêmement motivé à aller chercher ce dernier carré et chercher cette compétition qu'il n'a jamais réussi à gagner avec ce club. En face, le Borussia Dortmund a un bilan bien plus mitigé cette saison. 26 victoires, 8 nuls et déjà 13 défaites. Même si l'armada offensive est exceptionnelle avec 109 buts, ce qui est quand même 6 de plus que Manchester City, c'est tout simplement phénoménal. C'est aussi le double de buts concédés avec 51 buts. C'est tout simplement beaucoup trop pour une équipe qui cherche à viser le titre chaque année. Les matchs de Dortmund sont souvent les mêmes, ça se joue très offensif, ça part souvent en fanfare. Ils peuvent mener de 2 buts et quand même se faire remonter. L'exemple face à Séville en Ligue des Champions ou face au Bayern il y a quelques semaines où ils menaient 2-0 au bout de 10 minutes et se sont quand même fait rattraper et perdent 4-2 à la fin du match. La régularité sera donc essentielle dans ce match. Cependant, comme je l'ai expliqué, Borussia Dortmund ne tient pas sur la longueur. 90 minutes semble compliqué, 180 encore plus. Même s'ils arrivaient à percer la défense Citizens, il faudrait ensuite qu'ils tiennent les assauts anglais et ça me semble quand même très compliqué, notamment sur une rencontre aller-retour. Au niveau des blessures, aussi compliqué que ce soit, Zagadou, qui est quand même un des piliers de la défense centrale, est blessé depuis mi-mars et ne sera donc pas présent pour le match. Étant donné que la défense est déjà fragilisée, ça me semble encore plus compliqué si un des piliers de la défense est absent. Au niveau d'Alex Witsel, le milieu récupérateur belge blessé depuis quelques mois ne sera non plus pas là et est pourtant très important dans la relance pour les Allemands et surtout dans l'aspect défensif. Le retour de Reus et Sancho est pourtant quelque chose de très attendu pour le club allemand. Cependant, ils sont censés revenir début avril, donc le rythme risque de manquer. Et dans une rencontre de cette envergure, ça risque quand même d'être compliqué de jouer à 100% pour ce genre de joueurs qui vont souvent à l'infirmerie. Le match contre Francfort ce week-end sera donc un bon indicatif pour ces deux joueurs, savoir où ils en sont et s'ils sont aptes à jouer ce quart de finale aller. L'inconnu sera bien évidemment le buteur prodige Erling Haaland. Le jeune Norvégien a déjà marqué 21 buts en 21 matchs cette saison, soit un but par match en Bundesliga. C'est tout simplement exceptionnel. C'est comme si Borussia Dortmund commençait avec un but d'avance à chaque match. Cependant, comme je l'ai dit auparavant, même s'ils arrivaient à passer la forteresse Citizens avec ce buteur, arriveraient-ils à défendre pendant 180 minutes et ne pas prendre l'assaut face à Agüero, Foden, Sterling ou encore Bernardo Silva, voire Kevin De Bruyne? Ça me semble très compliqué et c'est pour cela que je vois Manchester City passer, peut-être surpris un peu en début de match, mais sur deux rencontres et une double confrontation, je n'ai aucun doute sur le fait que City, pour moi, atteindra le dernier carré et respectera son statut de favori. Le second match est Real Madrid-Liverpool. Le Real Madrid est l'équipe la plus titrée de la compétition avec 13 victoires. C'est bien plus que l'équipe qui la succède, le Milan AC, avec seulement 7 victoires. Ce sont donc les spécialistes de cette compétition. Cependant, le Real Madrid, on le sent bien depuis le départ de Cristiano Ronaldo,
c'est bien plus compliqué pour les Madrilènes, notamment avec 2 éliminations dans cette coupe, notamment contre l'Ajax il y a 2 ans qui avait fait parler, ou encore contre City l'année dernière. Le Real cette saison, c'est 23 victoires, 7 nuls et 7 défaites, et un bilan offensif bien moins séduisant que les 2 équipes évoquées auparavant avec seulement 65 buts marqués et 35 concédés. Ce manque de réalité offensive s'explique tout simplement par la blessure de Benzema. C'est incroyable, mais Benzema, quand il n'est pas titulaire au Real Madrid, c'est une toute autre équipe. C'est le pilier fondamental pour les Madrilènes cette saison. Et là, il est revenu de blessure et on l'a très bien vu, ça déroule à nouveau. Donc, vraiment, ça sera l'atout et la pièce maîtresse pour ce match face à Liverpool. De plus, le Real Madrid a déjà été éliminé en Supercoupe par Bilbao et s'est fait humilier par Alcoyano en Copa del Rey. Donc vraiment, ils misent tout sur cette coupe aux grandes oreilles, sachant qu'ils sont déjà à 6 points de l'Atlético Madrid et que le FC Barcelone est aussi devant. Donc pour le championnat, ça risque d'être très très tendu. Donc pour sauver leur saison, ils n'ont pas le choix, ils doivent aller le plus loin possible pour aller au moins sauver les honneurs. Une équipe de cette envergure doit réussir à remporter un trophée de la sorte chaque saison. Niveau des blessures, Eden Hazard sera bien évidemment absent. Cela ne va pas changer grand-chose à la tactique madrilène étant donné qu'il n'est jamais présent et qu'il est blessé depuis maintenant carrément 2 saisons. Carvajal censé revenir, il manquera peut-être de rythme, mais c'est quand même un pilier de l'équipe, très important sur son aile droite. Donc je pense qu'il va apporter beaucoup de bien, et notamment de solidité défensive et un apport au niveau des centres. Donc j'espère qu'il sera là pour les Madrilènes, car c'est quand même un pilier et surtout il a de l'expérience. Et ça c'est très important dans ce genre de rencontre. Kroos quant à lui est incertain, mais devrait quand même participer à la rencontre. Donc on attend de voir la composition type ce jour-là. Mais à part ça, pas beaucoup d'absents côté madrilène. Du côté de Liverpool, c'est les champions en titre de la Première Ligue, un titre qui les réchappé depuis des années, et c'est les vainqueurs de la Ligue des Champions il y a tout simplement 2 ans. 23 victoires, 9 nuls et 13 défaites cette saison. Quand même 88 buts marqués, mais quand même 46 concédés. C'est un énorme total pour une équipe qui l'année dernière était réputée pour un style de jeu très très défensif et très solide. Cependant, ce qui devait arriver arriva. Le style de jeu de Jürgen Klopp est un pressing haut, intensif, avec de fortes courses et de fortes demandes d'appel contre appel. Donc ce qui se passe tout simplement, c'est que quand on fait ce genre d'effort à répétition toute une saison, si on ne fait pas tourner l'effectif, les joueurs peuvent se blesser. Ça n'était pas arrivé lors des 2 premières saisons. Celle-ci, malheureusement, ça n'a pas loupé. Et là, toute la charnière centrale a été blessée. Van Dijk, Gomez ou encore Matip sont absents depuis des mois. C'est sûr que c'est donc difficile de jouer des matchs à haut niveau quand il manque des piliers de la sorte au niveau défensif. Donc c'est sûr que ça va être très compliqué pour Liverpool de contenir les assauts madrilènes. En sachant qu'on va devoir jouer avec une défense complètement remodelée, probablement Fabinho au milieu défensif central qui va devoir passer en défenseur central. Donc c'est sûr que ça ne va pas faciliter la tâche des Anglais. De plus, ils sont 7e du championnat à 25 points de Manchester City, éliminés de la FA Cup par United et la League Cup par Arsenal. Donc vraiment, ils misent tout sur cette Champions League pour sauver leur saison tout simplement. De plus, le milieu récupérateur Henderson, très important aussi au niveau défensif, reviendra de blessure et sera donc probablement en manque de forme. Donc ça risque quand même d'être compliqué, surtout d'un point de vue défensif pour moi du côté de Liverpool. On sait que leur trio offensif est toujours capable de faire de la magie, d'apporter des solutions, même quand les matchs sont complètement perdus. Salah, Mané, Firmino maintenant ont fait leurs preuves, ont montré que c'était une attaque sûre et qu'il fallait compter sur eux dans les grands matchs. Mais permettront-ils à Liverpool de limiter les erreurs défensives et les lacunes défensives de cette équipe? Difficile à croire. Ainsi, c'est donc 2 équipes malades qui vont se rencontrer pour un choc au sommet. Et pour moi, ça sera quand même donc le Real Madrid qui va passer, notamment pour 2 facteurs. 1, les absents côté Liverpool sont trop importants et ça risque d'être trop compliqué pour réussir à créer l'exploit et pouvoir se qualifier dans le dernier carré. Et la seconde, pour moi, qui est quand même très important dans ce genre de compétition, c'est l'expérience. Quand on a des joueurs comme Ramos, Modric, Casemiro ou encore Karim Benzema, c'est des centaines et des centaines de matchs, notamment en Ligue des Champions. Donc ils ont l'expérience, ils connaissent ces grands rendez-vous, ils savent comment les gérer, ils savent gérer le stress. Ce n'est plus quelque chose de nouveau pour eux. Donc ils sauront très bien le gérer. Et ils savent gérer les temps forts et les temps faibles. Et dans ce genre de rencontre, c'est ce qu'il faut faire avant tout. Ne pas prendre de but lorsqu'on est en difficulté et réussir à marquer lorsqu'on a un temps fort. De plus, j'ai regardé le match Real Madrid-Atalanta et depuis qu'il y a le retour de Benzema, on voit bien que l'équipe est différente. Vraiment, ils se sont baladés face aux Italiens au match retour. Moi qui pensais que Atalanta pouvait vraiment les titiller, ils sont passés finalement facilement pour les quarts de finale. Suite à cela, il y aura Porto-Chelsea, c'est certainement le match le moins serré de toutes les confrontations qu'il y aura, certainement aussi celui que les gens attendent le moins
au niveau du spectacle. Cependant, l'équipe portugaise l'a fait. Ils l'ont bien fait, ils ont réussi à éliminer la vieille dame à 10 contre 11 en prolongation, alors qu'un joueur était exclu depuis la 54e minute. C'est donc quand même un bel exploit et ils méritent leur place ici. Cependant, quand on regarde d'un peu plus près la Juventus cette année, même s'ils avaient Monsieur Champions League, Cristiano Ronaldo dans leur équipe, on voit bien que c'était bien plus difficile, même au niveau du fond de jeu. Ils sont en grande difficulté en Serie A et c'est pour cela, je pense, qu'ils ont galéré face à Porto. Il ne faut donc bien sûr pas diminuer ou dénigrer l'exploit portugais, mais contre une équipe en pleine bourse, cela risque quand même d'être très très compliqué. Le FC Porto cette saison, c'est 26 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 80 buts marqués et 37 concédés. Cependant, quand on regarde le résultat de Porto et les matchs de Porto plus particulièrement cette saison, ce n'est pas si incroyable que ça. Ils sont à 10 points du premier, le Sporting Portugal, en championnat. Alors certes, il faut noter la grande saison du Sporting Portugal, qui est tout simplement invaincu pour l'instant en championnat. Mais pour une équipe qui joue le titre chaque saison, c'est quand même très compliqué. Et notamment face aux gros, ils ne font pas toujours des très bons résultats. Avec par exemple cette élimination en demi-finale de la Coupe du Portugal face à Braga, on sent que Porto, dès que le match se corse un peu, c'est un peu plus compliqué et de proposer du jeu et de la créativité au niveau offensif. Au niveau des blessures, Taremi sera bien évidemment absent suite à son carton rouge. Marcano et Pepe sont plutôt incertains. Alors si Pepe n'est pas là, pour moi, ça sera tout simplement impossible que Porto ne réalise la moindre des choses, étant donné que c'est grâce à sa masterclass défensive qu'ils ont réussi à tenir le résultat face à la Juventus. C'est un peu le pilier de cette équipe, la clé de cette équipe, et donc avec son absence, je ne vois en aucun cas Porto gagner. Mais s'il est là, ça sera quand même une rencontre un peu plus serrée. Mais face à cela, malheureusement, il tombe face à Chelsea. Chelsea, complètement métamorphosé depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du PSG. Chelsea, cette saison, c'est 25 victoires, 12 nuls et 7 défaites, avec 78 buts et 29 encaissés, dont 25 clean sheets. L'arrivée de l'ancien portier rennais, Edouard Mendy, apporte beaucoup aux Blues. En effet, il a pris la place de Kepa Arrizabalaga au niveau des cages et il apporte une solidité défensive et une sûreté défensive qu'on n'avait pas vue à Chelsea depuis un certain nombre d'années maintenant. Cependant, depuis l'arrivée de Tuchel, Chelsea est complètement transcendé. 10 victoires et 3 nuls. Et pas des moindres. 10 victoires avec 2 victoires faciles face aux leaders de la Liga, l'Atlético Madrid. Everton, Liverpool et Tottenham sont encore des équipes qu'ils ont battues et ils ont réussi à partager les points face au deuxième de Premier League, Manchester United. Vous l'avez bien compris, Chelsea est l'équipe en forme du moment. De plus, ils produisent un très très bon jeu offensif et on sent que l'équipe tourne bien et que ça peut très très bien marcher jusqu'à la fin de la saison. Je les vois faire une belle campagne en LDC, mais cela n'est pas le sujet, on en reparlera s'ils passent ces fameux quarts de finale et tombent face à un cadre européen tel que Liverpool ou le Real en demi-finale. Au niveau des blessures, Kanté est touché mais devrait quand même être présent pour le match. Et de toute façon, même si ce joueur est là à 70%, on ne va pas se le cacher, Kanté à 70%, c'est carrément mieux que n'importe quel milieu récupérateur en Europe. Il se battra toujours sur le terrain. Il marche très bien en ce moment. On l'a encore vu faire des très très grands matchs avec les Blues, donc ça ne sera probablement pas un problème. Jorginho aussi est incertain mais devrait quand même rester aligné. La pépite Mason Mount qui a pris une toute autre dimension cette année sera bien évidemment aligné. Je ne vois pas donc Chelsea galérer face à Porto, même si cela peut être un peu accroché, je les vois passer assez facilement. Et enfin le dernier match, le match qu'on attend tous, le remake de la finale de la saison dernière, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Cependant, ça faisait vraiment très longtemps que le PSG n'avait pas autant galéré en Ligue 1. Normalement, ils sont déjà champions depuis un petit bout de temps, ils sont déjà en vacances et préparent que les matchs de Ligue des Champions. Cette année, ils ont quand même une lutte assez dure avec un quatuor de tête qui est bien dessiné maintenant avec Monaco, Lille, PSG et l'OL. Même s'ils sont repassés devant la semaine dernière en battant Lyon facilement, on sent que le PSG va devoir cravacher jusqu'à la dernière journée pour pouvoir obtenir son titre de champion. Ils sont toujours en lice en Coupe de France et peuvent donc toujours rêver d'un splendide triplé. Cette saison, le PSG, c'est quand même 32 victoires, 4 nuls, 9 défaites et déjà 7 en championnat. C'est beaucoup de défaites, ça faisait longtemps que le PSG n'avait pas autant perdu en championnat et on sent que c'est quand même une équipe qui peut avoir des fragilités à n'importe quel moment. C'est quand même 108 buts marqués et 30 concédés. Et ces 30 buts concédés, c'est vraiment avant tout grâce à un homme clé, l'homme pour moi le plus important du Paris Saint-Germain cette saison, le gardien costaricain venu tout droit de Madrid, Keylor Navas. Keylor Navas est tout simplement phénoménal cette saison et il a sauvé le PSG bien plus d'une fois. Rien que sur ses 3 derniers grands matchs face au Barcelone, face à Lyon, face à Lille, il sauve 2 pénaltys et arrête énormément de tirs alors que les joueurs sont vraiment à 5 ou 10 mètres de lui. Il est tout simplement phénoménal et fait gagner beaucoup de points à son équipe.
Au niveau des blessures, Bernat manquera la rencontre et beaucoup d'incertains comme d'habitude au PSG, j'ai envie de dire. Icardi, Kerrer, Verratti, Keane ou encore Florenzi sont pour l'instant incertains, mais bon, on connaît le PSG, ils sont quand même souvent titularisés au final, même s'il faut noter que Verratti et Florenzi n'ont pas joué leur dernier match avec la sélection italienne. Le PSG pourra tout de même compter sur le retour de Neymar, très important dans les grandes rencontres. Il pourra enfin prouver peut-être et faire taire les critiques que c'est l'homme de la situation. De toute façon, ce match, c'est bien sûr la clé pour le Paris Saint-Germain et notamment pour les joueurs qui sont souvent critiqués cette saison, tels que Neymar ou Mbappé, sur leur inconstance et le manque de résultats dans les grands rendez-vous. S'ils veulent le prouver maintenant, c'est en allant battre le cadre européen de l'année dernière, le Bayern Munich, qu'ils pourront prouver à toute l'Europe qu'ils sont bien des grands prétendants au titre pour la coupe aux grandes oreilles. Face à cela, le Bayern, à l'image de la saison dernière et de son triplé, est toujours aussi impressionnant et constant. Cette saison, le Bayern, c'est quand même 32 victoires, 5 nuls et seulement 4 défaites. 118 buts marqués et cependant un grand total de buts encaissés avec un total de 47 buts. Et ça, on ne reconnaît pas ça dans le Bayern depuis longtemps. Le Bayern pourtant est une équipe assez solide défensivement, mais là on sent que cette année ça pêche, probablement dû à la charnière centrale, notamment Boateng qui commence à se faire vieux. Les changements vont arriver de toute façon, ils vont recruter. Mais c'est vrai qu'au point de vue défensif, on sent que c'est la lacune du Bayern et que si le PSG veut aller chercher quelque chose, il faudra vraiment appuyer à cet endroit-là. L'autre lacune du Bayern, comme je l'expliquais, en dehors de la lacune défensive, c'est plutôt l'entame de match. Ils encaissent énormément de buts en début de rencontre. Je crois qu'ils ont été menés 12 ou 13 fois en Bundesliga cette saison. C'est tout simplement phénoménal. Même s'ils arrivent à remonter fréquemment, comme contre Dortmund il y a quelques semaines où ils étaient menés 2-0 au bout de 10 minutes et remontent 4-2. Ça risque d'être compliqué face à un cadre européen. En effet, même si Dortmund a un peu le même style de jeu que le PSG, si le PSG venait à ouvrir le score et que le Bayern devrait courir après le score et commencer à libérer des espaces, face en contre de Neymar, Di Maria ou encore Mbappé, la vitesse risque de faire très mal par rapport aux joueurs assez lents comme Zule ou Boateng. Au niveau des absents côté Bayern, Tolisso et Douglas Costa, des absents de longue date, des blessés récurrents, donc ça ne va rien changer pour le Bayern. Cependant, la grande nouvelle, c'est Robert Lewandowski qui s'est blessé en sélection et qui manquera le match aller et le match retour. Et ça, pour moi, c'est un facteur très important. Lewandowski, c'est tout de même 35 buts marqués pour 25 matchs joués cette saison. C'est tout simplement pour moi le meilleur buteur actuel en Europe, voire du monde. Il est dans une forme exceptionnelle et est très important pour le club bavarois. Et pour moi, cette absence sera vraiment un facteur déterminant dans le match. Sans l'absence de Robert Lewandowski, j'aurais vu vraiment une victoire du Bayern facilement avec 70% de chance, sans trop forcer. Sur 2 matchs, ils sont carrément imprenables, ils sont très réguliers. Et ça, c'est le défaut du PSG, c'est qu'à tout moment, ils peuvent craquer. On l'a bien vu contre le Barça, ils n'ont pas été sereins lors du match retour. Mais là, le problème, c'est que Robert Lewandowski n'est pas là. Ils auront clairement leur carte à jouer, les Parisiens. Il va manquer beaucoup de qualité offensive. Même si beaucoup de joueurs critiquent Robert Lewandowski dans les grands matchs de Ligue des Champions, même s'il ne parvient pas à marquer souvent, il libère de la place. Et ça, c'est ce que fait un grand attaquant. Ça permet à ses ailiers de rentrer dans la surface, ça permet aussi à ses milieux de monter dans la surface de réparation et d'aller inscrire d'autres buts. Et ça, je vois très peu de joueurs au Bayern Munich faire ça, à part Robert Lewandowski. Donc cette absence, pour moi, sera fondamentale et peut vraiment tourner en la faveur du PSG. Je vois donc plutôt maintenant un 55 Bayern, 45 PSG. Le problème sera probablement sur les ailes, avec Kurzawa, Florenzi face à par exemple Davis, peut-être Pavard, on ne sait pas, peut-être Kimi sur le côté droit. Ça ne sera pourtant pas suffisant s'il n'y a pas de vrai buteur en pointe pour aller finir ces occasions. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, et puis moi je vous dis, allez, ciao!